Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Aujourd'hui, ce matin, avec Aurélie Bernard, nous allons aborder la question des prérequis pour les déficients visuels dans la pratique du sport. Alors Aurélie Bernard est psychomotricienne et instructrice en orientation et mobilité. C'est ça. Le nouveau terme des instructeurs de locomotion. Voilà, je vais te laisser te présenter davantage, peut-être par rapport à ta pratique, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Bernard, donc psychomotricienne de formation initiale. Et je suis également instructrice en locomotion, en orientation et mobilité. Donc, le terme a changé depuis 3 ans. Et j'ai toujours travaillé avec des personnes en situation de déficience visuelle, alors avec public enfant et public adulte. Et puis mes premiers pas avec ce public-là ont été faits en fin de première année de psychomotricité. Il y avait une petite annonce à la fac qui cherchait des pilotes pour ski pour déficients visuels. Et je me suis dit, j'ai du temps. Pourquoi pas y aller? Je ne connaissais pas du tout ce public. Et j'ai passé une semaine donc, à piloter donc, des adultes en situation de déficience visuelle. Et je me suis rendu compte que c'était quand même très intéressant. Et puis, j'avais peut-être sous-estimé aussi les apports que ce public-là pouvait aussi me donner au cours du séjour. J'ai beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé et les apports ont été vraiment des deux côtés. Voilà, par rapport à mes premiers pas avec la déficience visuelle. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu stressée. Donc j'ai décidé par rapport à cette histoire de prérequis en psychomotricité pour la pratique d'un sport, pour une personne déficiente visuelle, c'était un petit peu obligatoire de parler du développement psychomoteur de l'enfant, puisque c'est vraiment les premiers jalons du mouvement par rapport au petit enfant. Donc on va essayer de passer ça ce matin, et puis de faire le lien aussi avec, donc dans ce développement psychomoteur de l'enfant, de faire le lien avec les répercussions de la déficience visuelle sur ces étapes, un petit peu ces premières étapes du mouvement. Et puis, on verra aussi les spécificités donc, des prérequis dans le sport pour les personnes déficientes visuelles. Voilà. Donc, par rapport au développement psychomoteur de l'enfant, premier jalon du mouvement, en tant que psychomotricienne, c'était dans l'obligation de parler du développement psychomoteur, parce que on est dès le départ les premières interactions entre le jeune enfant et ses parents. C'est vraiment le portage. Donc le premier jalon, c'est vraiment le dialogue tonico-émotionnel. Excusez-moi, je suis en même temps, voilà, mes petits commentaires. Donc le dialogue tonico-émotionnel, qui a été abordé par Henri Vallon et Julien de Arjuriaguera. Donc l'idée, c'était, au tout début, l'enfant, il est soit dans le côté hypotonique, donc vraiment avec des sensations de plaisir, très rapidement il se détend, et le côté hypertonique, où dès qu'il y a des petites choses de déplaisir, des sensations désagréables, où le recrutement tonique est tout de suite présent. Donc le tonus. Et puis, dans le développement psychomoteur de l'enfant, l'importance de la motricité libre en lien avec les mouvements spontanés de l'enfant, le fait qu'il puisse répéter et répéter et répéter des mouvements qui vont être au départ petits, et puis de pouvoir maîtriser ces mouvements, et le fait également de pouvoir respecter le rythme propre de l'enfant. Alors les psychomotriciens et psychomotriciennes, on a beaucoup tendance aussi à parler des pieds nus. On bataille aussi beaucoup pour laisser l'enfant découvrir tout ce qui est appui
au niveau des pieds, des tenues confortables pour pouvoir vraiment expérimenter au maximum toutes les différentes étapes du développement. Donc l'idée de ce développement, c'est vraiment la succession des différents schèmes moteurs, donc de la position sur le dos jusqu'à la position de la marche, donc en passant par l'enroulement, les retournements, la position assise, le quatre pattes, la position du chevalier servant et donc la marche qui est un petit peu la dernière étape du développement psychomoteur et qui est parfois très attendue par les parents. Donc, toutes ces décompositions du mouvement, l'idée aussi, c'est de pouvoir laisser l'enfant libre de ses choix au niveau moteur, l'enfant libre de ses mouvements. Alors, donc la première étape, ça va être l'étape du dos, l'étape de l'enfant qui est posé au sol. Alors pareil, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on est aussi un petit peu, alors j'allais dire contre, mais avec modération, l'utilisation des transats, des cosy, des sièges où les enfants en fait sont bloqués dans une position et ne peuvent pas forcément expérimenter le mouvement. Donc l'étape sur le dos, on a bien en tête le côté donc, de l'appui dos, des limites postérieures qui vont pouvoir expérimenter, les alternances entre le relâchement et les contractions. Relâchement quand l'enfant est vraiment allongé avec les bras de chaque côté et les contractions quand il va aller essayer de s'enrouler, à essayer de chercher des objets qui sont à droite et à gauche. L'enroulement volontaire, puisque là, il va vraiment prendre petit à petit la mesure des compétences de son corps, petit à petit. Hein. Alors ensuite, dans cette position, il y avoir aussi l'expérimentation de la droite, de la gauche. On attrape un objet à gauche, il attrape un objet à droite, il va attraper ses pieds, donc le haut, le bas. Et puis tout ça avec la finalité du croisement de l'axe. Donc vous avez sûrement déjà vu, pu observer ou senti le petit enfant qui va mettre ses pieds à sa bouche. Donc les premiers croisements de l'axe. Ensuite, on aura l'étape du retournement et du pivot. Donc les étapes du retournement, donc, quand on parle de retournement, c'est position dos à la position ventre et inversement. Et ça fait, il va petit à petit se déplacer en roulant comme ça sur le sol. Donc l'alternance des appuis, on va avoir aussi la mobilisation du cou, des hanches, des épaules. Si certains d'entre vous faites du yoga ou vous faites des étirements, on parle aussi beaucoup de position twistée. Je ne sais pas si ça parle à certains, où on s'allonge sur le dos avec les bras sur le côté et puis on va basculer ses jambes dans l'autre côté. Et on se retrouve en twist. Et en fait, c'est cette position-là que l'enfant va vraiment expérimenter au niveau des étapes du retournement. On a dans cette étape-là aussi le système vestibulaire qui commence à se mettre en mouvement avec des déséquilibres. Alors, on va plutôt basculer dans un sens et dans l'autre. Ce qui va, on va voir un peu après, mais ce qui va être les premières étapes un petit peu insécures pour le jeune enfant avec une déficience visuelle. On va avoir aussi les dissociations des ceintures dans cette étape, donc avec la ceinture, ce qu'on appelle scapulaire au niveau des épaules et la ceinture pelvienne au niveau du bassin. Je vais faire une petite démonstration et expliquer également à l'oral. Donc l'idée, c'est vraiment des histoires de twist. M'éloigne. Non, il n'y a pas de souci. Les histoires de twist entre les épaules qui partent d'un côté et le bassin qui part de l'autre. Voilà. Bon, je suis psychomotricienne, alors il faut que je bouge. Voilà. Et puis la première, la coordination oculo-manuelle aussi qui va commencer à se mettre en place. C'est-à-dire que le petit enfant va observer, voir un objet à côté de lui
Et l'envie d'aller l'attraper va aussi mobiliser tout son corps. Et dans cette étape-là, c'est aussi ça qui va apparaître. Ensuite, on a l'étape du ramper. Donc, c'est la position du commando. Donc, ramper au sol. Alors, en tout premier lieu, l'enfant, il ne va pas se tracter, mais il va pousser, ce qui peut provoquer certaines frustrations, puisqu'il y a un bel objet devant lui, il est très attiré. Et puis, il va commencer à positionner ses mains et se pousser, et il va en arrière au lieu d'aller en avant. Donc, il y a pas mal de frustration au départ. Et puis, petit à petit, l'idée, ça va de pouvoir utiliser donc, ses pieds, ses jambes pour pouvoir appuyer au niveau du sol et pouvoir se projeter vers l'avant. Donc, on a aussi dans cette étape tout ce qui est redressement, puisque l'appui sur les mains pour pouvoir observer ce qui se passe autour de lui, la mobilisation des muscles, donc de la nuque, des épaules, de la tête, des fesses, des membres inférieurs, du dos. La construction de l'axe corporel qui est toujours en place, tout ce qui est coordination et dissociation, puisque dans l'étape du ramper, alors il y a des enfants qui rampent avec les deux bras, un bras puis l'autre, pareil au niveau des jambes. Et puis le travail, comme j'en ai parlé, des appuis au niveau des orteils, des pieds, de la voûte plantaire et des mains. Ensuite, il va passer par la position donc, assise. Donc là, on est vraiment dans l'engagement du tonus, l'engagement de l'axe. Tout ce qui est musculature du dos va aussi se développer avec le passage du dos à la position sur le côté, puis à la position assise. Tous les engagements des muscles et la fameuse position trépied, donc les premiers prémices aussi à la protection dans les cas de déséquilibre, c'est de pouvoir mettre les mains vers l'avant quand la position n'est pas stable. Ça vous parle, la position trépied ou Alors, je suis moins souple que les enfants, donc je ne vais peut-être pas la montrer. L'idée, c'est de faire un triangle avec les jambes et les mains vers l'avant. Voilà. Pardon, on gère le temps. Ensuite, nous allons avoir l'étape du balancement à quatre pattes. C'est la position un peu du chat ou du chien qui, on se balance devant, derrière, en quatre pattes. Donc là, il y a tout le travail d'équilibre, la projection donc, vers l'avant et le travail de l'axe. Pardon. Ensuite, l'étape du quatre pattes, donc avec tout ce qui est pareil, l'étape de protection, puisque là, on va en quatre pattes, on va engager le corps, donc potentiellement qui peut heurter certains obstacles sur le chemin. La projection vers l'avant, toujours les dissociations entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. La coordination, on coordonne bien un pied, une main, un pied. Et le passage de la vision proche à la vision loin, ça va être aussi une étape qui va être importante après par rapport à la lecture. Et les appuis de la paume, des doigts, des mains. La position du chevalier servant, donc ça c'est pour imager, c'est quand le chevalier se mettait à genoux pour tendre un bouquet à sa dulcinée. La position, maintenant, quand on fait une demande, c'était plus trop d'actualité, mais la demande en mariage, c'est cette fameuse position, un genou à terre, là qui va travailler l'équilibre entre le bassin et les hanches, l'équilibre avant-arrière et le travail du repousser du sol, puisque après cette étape-là, va apparaître l'étape de se mettre debout. L'étape du cabotage, c'est le fait de marcher le long d'un mur, le long d'un canapé, donc de marcher avec un appui. C'est un peu la quête du Graal pour les parents, et parfois certaines étapes d'avant donc, sont un petit peu rapides, ne sont pas effectuées pleinement parce qu'il y a cette envie
des parents de vouloir faire marcher les enfants. Il y a donc dans l'étape de la marche, on a aussi tout le travail des appuis qui continue, la dissociation des ceintures, donc on a vu qui a démarré plus tôt et qui continue également à ce moment-là, et tous les processus d'équilibration avec ce fameux polygone de sustentation. Alors qu'est-ce que c'est que cette grosse bête ? L'idée, c'est plus on va écarter les jambes, plus on va être stable, et plus l'enfant petit à petit va amener à serrer ses jambes. Et c'est vraiment l'étape où on voit les enfants avec les bras au niveau des épaules qui stabilisent le haut du corps avec les jambes un peu écartées, et ça fait une démarche assez sympathique. Voilà. Donc, par rapport à cette étape, donc à ce développement psychomoteur du jeune enfant, on va retrouver donc tout ce qui est modulation tonique et flux sensoriel, la coordination, dissociation, le système vestibulaire avec l'équilibre et les situations de déséquilibre, les différents appuis, que ce soit avec la main, le corps, les pieds, la notion de proprioception, l'intégration de l'axe corporel et donc les prémices de la latéralité, bien évidemment la connaissance de l'espace, et tout ça mène aussi au schéma corporel et à l'image du corps. Donc tous les prérequis finalement de la psychomotricité. Et donc maintenant, je vais essayer de développer les possibles répercussions donc, de la déficience visuelle sur le développement psychomoteur du jeune enfant, sachant que là, j'ai orienté le discours, bien évidemment, vers des pathologies qui seraient présentes dès la naissance. Donc, on a les mêmes étapes du développement psychomoteur, les mêmes fondamentaux, mais avec une temporalité différente. Et le retard de développement psychomoteur pour un jeune avec une déficience visuelle va être présent. Il est normal. Après, on va faire attention à ce que l'écart ne soit pas trop important. L'idée, c'est qu'il puisse expérimenter également toutes les étapes. Et pour ça, il faut aussi une adaptation de l'environnement. Ça, c'est indéniable. Oui, la petite vignette clinique dont je voulais vous parler, c'était un petit garçon que j'ai rencontré, il devait avoir 9 mois. Et il était sur le dos et il ne bougeait absolument pas. Et quand je l'ai rencontré au niveau des séances de psychomotricité, il s'avère qu'il était tellement en insécurité que tout ce qui pouvait lui arriver en son, en bruit, en tactile, ça le mettait vraiment à mal. Et j'ai commencé les séances en me mettant vraiment allongée à côté de lui. Et j'avais juste mis, je me permets, ma main contre sa main, juste comme ça. Et puis petit à petit, j'ai vu son petit doigt bouger. Et puis sa main venir me toucher. Et puis l'autre main venir me toucher. Et en fait, ça a pris 2-3 séances. Et juste cette petite vignette clinique pour vous montrer que parfois, les choses, elles vont peut-être un peu trop vite aussi pour ces jeunes avec une pathologie visuelle, une déficience visuelle. Et donc, je parlais d'adaptation de l'environnement, notamment par rapport aux stimuli qui vont être quand même un petit peu différents, puisque pour un jeune enfant qui serait non-voyant, les stimuli visuels ne sont pas présents. Donc, il y a toutes des étapes qui vont être l'envie de marcher, l'envie de se déplacer, c'est aussi parce qu'on voit il y a une attirance pour un objet, il y a une attirance pour quelque chose dans l'environnement. Là, il va falloir adapter avec des bruits, il va falloir adapter avec la voix, il va falloir en tout cas trouver des solutions pour que lui aussi puisse expérimenter cette notion du déplacement, d'aller vers quelque chose qu'il désire. Si on reprend un peu les étapes, sur l'étape sur le dos, il va falloir peut-être accompagner à l'enroulement, notamment par rapport à cette histoire d'insécurité dès qu'on va lâcher les appuis. C'est plus confortable pour l'enfant avec une déficience visuelle, peut-être d'être complètement allongé sur le dos et de ne pas lâcher les appuis. Il va y avoir peu de rotation de la tête, puisque ça va être aussi mobilisé avec le stimuli visuel. Donc, il va falloir adapter ceci.
Ensuite, au cours de l'étape du retournement et du pivot, pareil, c'est vraiment l'idée d'intérêt. Pourquoi on se retourne? Pourquoi on va se mobiliser dans le mouvement? Pourquoi le jeune enfant va se mobiliser? Donc, de vraiment trouver des modalités lumineuses pour une personne, pour un jeune enfant malvoyant, ou un objet qui fait du bruit qui l'attire. Voilà. L'étape du ramper. Alors, le jeune enfant qui, avec une déficience visuelle, va tendance à rester dans ce qu'on appelle l'espace brachial. Donc, je tends mon bras, tout ce qui rentre dans cet espace-là, ça va attirer son attention. Mais au-delà de cet espace, pareil, de comment mobiliser son désir de bouger. Et ça va avoir un impact sur, du coup, le peu d'expérimentation aussi de l'espace si on n'y prête pas attention. L'étape de la position assise. Alors, si on ne laisse pas expérimenter, si on ne l'accompagne pas aussi, c'est des enfants qui peuvent avoir ce qu'on appelle le tonus pneumatique, c'est-à-dire qui bloque sa respiration pour pouvoir se redresser. Souvent, c'est ce qu'on observe quand les enfants sont mis dans cette position sans pouvoir ni en sortir, ni s'y mettre tout seuls. C'est vraiment, on entend, c'est les enfants qui se redressent en disant « ils bloquent, ils se passent, puis hop, ils relâchent ». C'est vraiment on-off. Et dans cette position-là aussi, on a le redressement de la tête qu'il va falloir accompagner, puisque sans stimulus pareil visuel, c'est plus difficile de maintenir sa tête, en tout cas au départ. Il va y avoir les expériences de déséquilibre qu'on va pouvoir travailler, et puis les premiers changements de plan, pareil, de passage du plan horizontal au plan vertical. Ensuite, l'étape du balancement à 4 pattes et le 4 pattes, pareil, ça c'est vraiment un processus d'imitation. Donc il y a beaucoup d'enfants déficients visuels qui ne passent pas par cette étape et qu'il va falloir accompagner à passer dans cette étape. Parce que c'est aussi de voir ses pairs le faire qui vont motiver les autres enfants à le faire. Et en l'absence de vision, ça va être plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment une étape qu'on reprend très régulièrement avec les jeunes déficients visuels. Et toujours la question de la volonté de se déplacer liée à l'attirance de l'environnement. L'étape du chevalier servant, qu'on va pouvoir faire aussi en coaction. Il va falloir aussi accompagner cette étape-là. Et puis, au niveau de la marche, pour les jeunes enfants avec une déficience visuelle, le cabotage, ça va être plus facile puisqu'on ne lâche pas les appuis. Et puis, on peut bien évidemment imaginer que se lâcher, mais pour aller où, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est une étape qu'on va pouvoir aussi accompagner. Et donc, c'est bon, je suis dans les temps. Donc, tous ces premiers jalons du mouvement avec le développement psychomoteur, il va falloir aussi accompagner, donc, comme on a pu le voir sur différentes étapes, pour que tous ces premiers espaces soient bien intégrés et bien... j'allais dire bien expérimenté. Et l'idée, c'est vraiment par rapport au sport, par rapport la spécificité de certains prérequis pour le sport. Le premier, c'est besoin de s'appuyer sur la bonne connaissance de son corps, notamment dans les actions de ce dernier dans son milieu, de savoir quand je mobilise mon corps, forcément j'interagis avec mon milieu, que ce soit matériel ou aussi avec les autres. La représentation mentale du mouvement aussi va être très importante dans le sport, la verbalisation, la coaction. L'idée, c'est de comprendre aussi pourquoi on fait tel ou tel mouvement. La compréhension des mouvements des objets au sol, dans l'air, la trajectoire du volant, du frisbee. Alors là, je pense à une autre petite vignette qui date de la semaine dernière. C'est qu'on accompagne avec ma collègue psychomotricienne un jeune qui est en seconde et qui a découvert l'ultimate. Alors on a travaillé avec la prof de sport pour adapter la séance. Et puis il s'entraînait à lancer le frisbee.
Et puis, au cours de la discussion, ma collègue lui dit tu sais, parfois, quand je le lance, moi non plus, j'arrive pas à viser correctement. Et là, ça a été vraiment... elle l'a vu écarquiller les yeux, dire mais vous aussi, parfois, quand vous lancez des choses, ça fonctionne pas ? Eh ben oui, et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément encore en tête vraiment la représentation de la trajectoire d'un objet et comment il pouvait agir aussi sur cette représentation de la trajectoire. Et donc par rapport aux prérequis dans le sport, il y a aussi les prérequis aussi en lien avec la nécessité de la répétition des mouvements, la nécessité d'expérimenter ces différents mouvements et du temps. Alors, je parlais avec mon collègue Romain, justement, de tout ce qui est tiers-temps par rapport aux maths, au français, à l'histoire géo. Mais en sport, en fait, ces jeunes n'ont pas forcément de tiers-temps. Et pour autant, ça va très, très vite, les séances de sport. Donc, je repense à un jeune garçon là, que je suis en train de suivre qui est rentré en 6e et son prof de sport a proposé de l'escalade. Alors, il y a certains profs de sport ici. Donc, l'escalade avec une classe de 30 élèves et puis un jeune qu'il va falloir accompagner aussi pour savoir faire les nœuds, savoir mettre son baudrier, pouvoir assurer. Et il lui a proposé de pouvoir participer à l'association sportive sur le temps de midi. Et finalement, ce petit tiers-temps, en plus, lui permet de suivre complètement les cours d'escalade et de prendre vraiment plaisir. Et il m'a dit l'autre fois, l'escalade, c'est génial. Voilà. Et donc, dans les spécificités qu'on n'a pas vues dans le développement psychomoteur, mais qui, par rapport aux jeunes que j'ai pu accompagner, qu'on retrouve quand même assez régulièrement, c'est le déroulé du pied et la flexion des membres inférieurs, notamment dans la course. C'est quelque chose qui est quand même assez présent et qui reste à travailler. Et ça, c'est, on va dire, le plus difficile parce que ça donne un peu une allure robotisée dans la course et ça limite donc la vitesse, ça limite les déplacements, les sauts, je pense aux sauts en longueur où il faut la cadence des pas, les choses comme ça. On a aussi toutes les propulsions et les impulsions. Donc je pense au trampoline, au saut, au cheval d'arçon, les petits tremplins là. Alors j'ai pas les bons termes, je suis désolée pour les profs de sport. Les petits tremplins où il faut sauter dessus pour passer par le cheval d'arçon, par-dessus le cheval d'arçon. Et puis tout ce qui est notion de flottaison, flottabilité, la natation, ça c'est vraiment pas naturel et c'est des choses qu'il faut réexpérimenter. Et je pense à une petite fille qui est au CP où j'ai accompagné à la piscine l'année dernière. Et tout ce qui est se mettre allongé sur le dos sans avoir un appui dur, enfin c'est dans l'eau, je parle, sans avoir un appui dur, c'est vraiment pas évident comme concept à comprendre. Voilà. Ah oui, j'ai encore le temps. Oui, les petites vignettes cliniques, c'est donc pendant ce fameux séjour à ski quand j'étais en première année d'école de psychomotricité. On était sur une piste et puis à un moment donné, je dis donc à Karim qui était avec moi, je suis désolée Karim, il faut que je m'arrête. Moi, je sais plus du tout où on est et il va falloir qu'on rentre. Et il me dit, écoute Aurélie, c'est pas grave, moi ça fait 10 ans que je viens, décris-moi la piste sur laquelle on est et puis je vais te dire comment on rentre. Alors j'ai souri, je me suis dit, il me fait une blague encore, donc je lui explique. Et là, Karim qui est en train de m'expliquer, écoute, là devant toi, il y a normalement la piste verte, les chamois. Oui, c'est ça. Ok, alors plus bas, il va y avoir un croisement avec telle piste à droite, telle piste à gauche. Oui, je vois ça. Et après, tu prendras un petit tunnel, on va finir côte à côte, et puis normalement, on arrive en haut des télésièges. Je lui dis, ok. Donc je fais ce qu'il me dit, et puis on arrive en bas, au bon endroit. Et donc cette petite vignette clinique, c'était aussi pour illustrer ma conclusion.
puisque quand on parle de prérequis psychomoteurs pour faire un sport, alors oui, certes, il y a besoin, si on ne sait pas maîtriser son corps, si on ne sait pas utiliser son corps, bien évidemment que ça va poser des problèmes, mais aussi à travers le sport, les jeunes vont pouvoir développer certaines compétences qui ne sont pas encore présentes. À travers l'expérimentation, ils vont pouvoir préciser leur gestuelle, ils vont pouvoir préciser leur proprioception, ils vont pouvoir préciser leur équilibre. Ce qu'on ne demande aussi pas forcément à un jeune bienvoyant, on ne va pas lui demander quel prérequis tu as pour faire ce sport. On va lui dire, est-ce que tu as envie de le faire ? Eh bien, on est parti, on essaye, on expérimente. C'est des processus essais-erreurs. Et puis, petit à petit, il va maîtriser ce qu'il va pouvoir travailler en sport. L'idée, c'est vraiment, et je vais finir sur ça par rapport au sport, c'est vraiment à partir du moment où il y a l'envie, le plaisir, il y a tout ce qui est interaction sociale, le sport, c'est un bon moyen aussi de pouvoir travailler tous les prérequis psychomoteurs. Et même si au départ, on pourrait le croire un petit peu maladroit, c'est pas grave. L'important, c'est aussi ce plaisir dans le mouvement et de découvrir de nouvelles sensations et d'expérimenter aussi des nouvelles sensations. Et je vais terminer sur une petite citation. Alors, il faut se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre. Et ça, c'est une petite touche humoristique pour la fin. C'est Michael Jordan. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? D'emblée, on a une dizaine de minutes. On a pris un tout petit peu de retard. J'ai donc décalé légèrement les autres interventions. Ça ne pose pas problème. Alors moi, j'en ai une, pour démarrer. On voit la complexité. C'est vrai, quand on voit le catalogue des prérequis, c'est énorme. Ta fin nous rassure. Et c'est vrai que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a entendu hier sur la question de la motivation et finalement des défis qu'on peut se donner et qui permettent ensuite que les choses se développent au fur et à mesure. Moi, j'aurais une question concernant le travail avec les familles. Est-ce que tu as l'expérience et comment, justement, dans la petite enfance Oui, par rapport au sport, Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de familles qui me questionnent sur quel type de sport on peut faire avec les jeunes. C'est par rapport à ça ? Oui, voilà. Et puis, moi, je leur dis quel type de sport il aurait envie de faire, en fait. Et puis après, on adapte, on peut toujours trouver des solutions. Et par exemple, ça me fait penser à un prof de sport qui m'a interpellée par rapport au badminton pour un jeune non-voyant. Il me dit, de toute façon, ça ne sert à rien, il ne peut pas voir le volant arriver. Alors oui, peut-être, en effet, pour un match, ça va être compliqué. Mais pour autant, c'est mon point de vue, et ça peut être tout à fait contesté. Pour autant, le fait de savoir comment placer sa raquette pour pouvoir viser, un revers, tous ces mouvements-là, s'ils ne les expérimentent pas au niveau du sport, ça va être compliqué d'avoir une idée aussi de ce que ça peut représenter. Et aussi, quand on parlait aussi de l'action de son corps sur quelque chose, ça fait aussi partie de ça. Donc à ces parents-là, je leur dis, à partir du moment où l'enfant a envie de faire un sport, il faut l'encourager dans ce sport-là, et que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu adapté. L'encourager, lever les craintes. C'est ça, exactement. Et puis de faire confiance aussi à l'enfant par rapport à ses compétences. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? On a des micros aujourd'hui, mais il n'y a plus de questions. Ah si, là-haut. Alors, oui, là-haut, Francis. Bonjour, Cécile Dubuisson. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis enseignante à part. En fait, je trouve qu'à la limite, elle est quand même assez fine, des fois, entre la psychomote et... Non, pas très bien.
Un peu plus fort. Entre la limite, je trouve que la limite est quand même assez fine entre la psychomote des fois et ce qu'on peut travailler en APA. Et je m'interroge toujours justement sur cette limite, à quel moment on peut dire, bah tiens, là l'enfant a bien travaillé avec le psychomote, on peut passer sur une prise en charge en APA. Et à quel moment plutôt dire, on reste sur de la psychomote pour peut-être travailler un peu plus ses prérequis avant de passer sur une activité physique adaptée. Eh ben, j'ai pas forcément de réponse parce que en fait, en effet, on travaille. On va dire l'objectif est le même, le moyen va peut-être être un peu différent, mais parfois il a besoin des deux en fait pour que ça prenne vraiment sens. Et parfois on travaille sur les mêmes items et c'est pas. Enfin, moi je pense pas que ce soit un mal de pouvoir travailler et en psychomotricité et en APA, même si c'est les mêmes choses qu'on travaille, on les aborde de différentes manières. Ouais. Je sais pas si ça répond un peu. Oui, enfin, j'ai pas vraiment de plus réponse. Ou moins. Ouais. J'ai pas de réponse parce qu'en effet, les limites, elles sont assez fines. Et l'idée, c'est... on va le jeune va expérimenter en fait, les choses avec un médiateur différent, entre guillemets, et des façons de faire différentes. L'important, c'est qu'il puisse comprendre le mouvement, comprendre... Je m'interrogeais notamment par rapport aux enfants qui peuvent avoir des troubles associés. Oui. Et quand on n'est pas vraiment sur une pratique sportive, telle que l'escalade, voilà, la course ou autre, mais qu'on fait des petites choses pour le mouvement plaisir, etc. Et je me disais, ces enfants-là, qu'on ne peut pas forcément emmener sur des vraies activités sportives, qu'est-ce qu'on leur fait faire et est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plus le psychomote que nous Oui et non. D'accord. Merci. Un débat intéressant. Oui, les travails en binôme. Moi, je travaille beaucoup en binôme aussi, justement, des séances avec des collègues en APA, en sport. Oui, il n'y a pas de frontière très nette. Après, peut-être que ça dépend aussi de la constitution des équipes dans les structures. Et la chance d'avoir déjà psychomotricien, spécialisé APA, prof de PS. C'est pas dans tous les établissements, je pense, dans tous les services. Oui. Bien, écoutez, on va remercier Laetitia et puis Aurélie, pardon, Laetitia Bernard. C'est pour ça. Merci.